Monsieur Mignot, c'est à vous. Je vous remercie. Mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, je suis très heureux, au nom de la collectivité de Grand Poitiers, d'ouvrir cette séquence à l'occasion de ces rencontres sur une thématique ô combien importante qui est celle, en effet, de la transition écologique et du défi climatique. C'est pour moi avec beaucoup d'enthousiasme que je vous rejoins aujourd'hui, mais aussi avec beaucoup d'humilité. Beaucoup d'humilité tant au regard de la thématique qui nous réunit cet après-midi et de l'ampleur du défi qui nous est commun. Humilité aussi parce que je crois que le président de la Fosse évoquait tout à l'heure les élus qui rejoignent depuis ce nouveau mandat la thématique de la coopération internationale. C'est mon cas et donc je suis d'abord et avant tout très respectueux de l'action de chacun d'entre vous et de chacune de vos collectivités. Je crois que si nous nous retrouvons aujourd'hui dans le cadre de cet atelier, c'est que nous avons une conviction commune, celle que les collectivités territoriales sont un acteur essentiel en local, la ministre l'a dit tout à l'heure, de la transition écologique. Et que ce rôle d'acteur essentiel, il a à se déployer à la fois sur nos territoires, mais également dans le cadre de nos partenariats internationaux, en inventant chaque jour des coopérations concrètes, des coopérations responsables, des coopérations durables. Je crois que le climat, c'est le sujet qui exprime le mieux qui soit le sens profond qui est celui de la coopération décentralisée. D'abord parce que le dérèglement climatique, il ne connaît pas de frontières. Également parce que ses effets sont partout. Et puis parce que personne, ni ici ni ailleurs, ne détient seul les clés ou la solution. Ce défi, il se révèle dans la coopération, dans une coopération qui ne peut pas être pensée qu'en sens unique, mais qui doit au contraire être un mouvement de réciprocité. Nous avons vocation, à travers nos échanges, à partager des savoir-faire, à partager des innovations, à partager nos réussites et aussi nos défis ou nos difficultés communes. Je crois que nous avons vocation à échanger et à faire vivre cette réciprocité. Sur le sujet du climat, les collectivités du Sud, elles ont eu à faire preuve d'adaptation, de résilience, d'innovation qui doivent nous inspirer et nous devons, de notre côté, certainement aussi contribuer par les actions que nous avons pu mener en termes de planification, en termes de gouvernance, de participation citoyenne à échanger. Dans un contexte international qui est parfois incertain, qui est aujourd'hui empreint à de profondes tensions géopolitiques, la coopération décentralisée, elle peut se trouver en effet fragilisée et pour autant, il est plus que jamais nécessaire de maintenir ces liens intimes, ces liens de confiance qui nous lient entre territoires. D'abord parce qu'ils sont concrets, ensuite parce qu'ils ancrent la confiance et puis enfin parce qu'ils produisent des résultats. Et nous devons ensemble, à l'occasion d'ateliers comme celui-ci, pouvoir l'affirmer. Je crois que ça a été le sens des plaidoyers, des témoignages qui ont été ceux de la mission climat sur le mandat précédent, à l'occasion des COP notamment, et je tiens à le souligner. Cette mission climat de Cités Unies France, elle doit être un lieu où les collectivités renforcent leurs relations, où elles affirment que l'action locale, la coopération décentralisée est à la fois un enjeu mondial qui se décline par des actions, la ministre l'a dit tout à l'heure, locales, par nos actions de terrain, par nos actions du quotidien. Merci à toutes et à tous de participer à ces rencontres. Je vous souhaite une belle séquence de travail et je profite de cette ouverture pour remercier les équipes de Cités Unies France de leur organisation. Merci à tous. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour ce mot d'introduction qui me permet directement d'inviter Monsieur Christophe Cassou à venir démarrer cette recontextualisation pour pouvoir intégrer la suite des échanges et la suite des témoignages sur les réalités climatiques. Donc, je passe vite sur le principal, mais je vais vous présenter Monsieur Cassou. Vous êtes climatologue et tous les logos ne tenaient pas, puisque vous êtes directeur de recherche au CNRS, mais également impliqué dans le GREC francilien. Je vais expliquer cet acronyme-là, qui est le groupe régional d'experts du climat
pour l'Île-de-France, qui est en plus connecté à travers un intergrec, mais on aura peut-être l'occasion d'en parler plus tard. Et vous travaillez au sein aussi de l'Institut Pierre-Simon Laplace, que je remercie. C'est la 2e année où l'on collabore avec vous pour venir éclairer justement ces ateliers dédiés au changement climatique d'un point d'étape sur la réalité scientifique. Et pour cela, ce sera peut-être plus simple que je vous donne la télécommande, afin de pouvoir nous présenter ce point de situation sur la situation climatique, justement. Et je vous laisse entre 15 et 20 minutes. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette invitation. J'ai hésité sur le titre. En fait, je vais faire un titre très simple. État du climat, bulletin de juillet 2026. Parce qu'aujourd'hui, on le vit tous. Ça résonne beaucoup. Je ne sais pas si c'est normal. Je pense que c'est celui-là qui va choisir. C'est la régie qui gère. Donc oui, parce que voilà, c'est mieux. Non, peut-être pas. Parce que en fait, le changement climatique, ou les effets du changement climatique, les effets de ce carbone qui s'accumule dans l'atmosphère, on le ressent. On le ressent très fortement ici sur le territoire métropolitain depuis quelques années, particulièrement cette année. On le ressent très fortement depuis plusieurs décennies dans les Outre-mer, dans les territoires ultramarins, où l'effet du changement climatique était déjà bien plus émergent qu'au niveau de l'Hexagone. Donc, état du climat, et je vais commencer par quelque chose que l'on subit, la vague de chaleur. Sur ce graphe-là, je vous montre le nombre de vagues de chaleur. Chaque bulle représente une vague de chaleur, l'année est au milieu. Est-ce qu'il y a un oui? Ici, vous avez en ordonnée, vous avez l'intensité de la vague de chaleur en degrés Celsius, et ici les années. La taille de la bulle correspond à la sévérité de la vague de chaleur. Vous donnez ça à un étudiant ou à un gamin de CE2, CM2, vous le faites compter. Combien a-t-il eu de vagues de chaleur entre 1947, qui est le début des relevés quotidiens à l'échelle de la France, entre 1947 et 2010, 25. Entre 2011 et 2026, 27. 4 fois plus de vagues de chaleur en 50 ans. La dernière est ici, juin 2026. Elle surpasse en intensité août 2023, qui était la vague de chaleur de référence ici sur l'Hexagone. Une autre manière de voir cette vague de chaleur, c'est de regarder le cumul de chaleur en fait, en fonction. Quand une vague de chaleur est déclarée, on appelle ça la sévérité des vagues de chaleur en France. Donc c'est le cumul des journées, des températures journalières au-dessus du seuil de 23,4 degrés. 23,4 degrés, c'est le seuil retenu par Météo France pour identifier les vagues de chaleur. Donc chaque courbe représente une vague de chaleur. Ah mince, ça ne va pas marcher. Comment on revient en arrière? Comme ceci, oui. Alors, chaque courbe représente une vague de chaleur. Donc, vous avez la vague de chaleur ici de 2003, qui a été précédée de quelques vagues de chaleur en juin et en juillet, et puis ensuite l'explosion au niveau de 2003. Nous sommes ici en 2026, 2 vagues de chaleur très précoces, puis vous voyez celle qui démarre là. Celle qui démarre là, c'est celle qu'on est en train de vivre. Et à l'heure actuelle, je ne peux pas vous dire où ça va s'arrêter. On en est à ce niveau de gravité-là. Je ne sais pas si cette courbe va exploser, va venir ici, ou va s'arrêter à ce niveau-là. Le record de température maximale en France, qui est de 46 degrés, est possiblement battu la semaine prochaine. Possiblement. 46 degrés. Donc voilà où on en est. Voilà, c'est le triste effet des lois de la physique avec lesquelles on ne peut pas négocier. Nous sommes face à une trajectoire qui s'aggrave avec des événements très importants, qui sont très impactants, non seulement pour les sociétés humaines, mais aussi pour les écosystèmes terrestres, marins. Dans l'océan, on a en ce moment des incendies sous-marins avec des températures extrêmement élevées, et la sécheresse qui se met en place est absolument terrifiante. J'emploie des mots qui sont durs et des mots qui sont forts parce qu'on est vraiment face à un défi. Cet été 2022 nous met face à un défi. Pardon, été 2026. J'avais l'habitude de dire l'été 2022. Il faut que je change mon discours. L'été 2026, en fait, nous met face à un défi.
L'été 2022 deviendra, en fait, va devenir cette année certainement un été beaucoup plus frais que c'était de 2026. Donc vous avez combiné à ces vagues de chaleur, vous avez une humidité du sol qui devient record bas. Vous avez ici l'humidité du sol sur la France de janvier jusqu'au mois de décembre, donc avec une baisse de l'humidité du sol évidemment en été. Puis chaque courbe représente une année, donc vous suivez l'année 2026 qui est l'année en noir ici. Donc on s'approche des records, on s'approche du record bas. Alors le record bas c'était 1976, alors qu'on était parti d'un record haut à partir de février. Donc ce n'est pas parce qu'on a des hivers pluvieux, ou un petit peu plus pluvieux, qu'on n'a pas des sécheresses qui se mettent en place ensuite. Donc on va battre ce record de 2026. Donc c'est ce qu'on appelle des événements composites, en fait donc des sécheresses qui se combinent à des vagues de chaleur qui donnent des conditions favorables à des incendies. Et c'est ce qu'on est en train de connaître en ce moment. Les incendies commencent à se développer partout en France, avec une vigilance rouge dans les Deux-Sèvres hier. Donc ça veut dire que personne n'est épargné. Ces feux ne vont plus se limiter à la zone méditerranéenne, ils vont affecter l'ensemble du territoire métropolitain. Donc ces événements composites, et le risque réel, quand ces événements composites arrivent, est beaucoup plus grand que la somme des risques des aléas. C'est-à-dire que si on prend les risques liés à la canicule, les risques liés à la sécheresse, en fait, si on les additionne, ce n'est pas le risque final. Il y a une combinaison qui est telle qu'il y a une multiplication des risques quand on a ces effets composites, et les feux sont comment dire, l'exemple concret de cette multiplication des risques, sachant que quand on parle de feu aussi, on parle de qualité de l'air, donc dégradation de la qualité de l'air, de nouveaux enjeux sanitaires, etc., etc. Donc en fait, on rentre dans des boucles. Et ces effets, ces risques composites, ces événements composites ont été bien diagnostiqués. C'est pour ça que dans le dernier rapport du GIEC, il est écrit que le changement climatique est une menace. Les mots sont forts, hein, est une menace pour les sociétés humaines et les écosystèmes. Et ce mot menace, il a été approuvé à l'unanimité par l'ensemble des représentants des États, les 196 représentants des États. Et cette menace, le mot menace, était fondé sur ces risques composites, parce que ces risques composites nous rapprochent en fait des limites, nous rapprochent des points de rupture. Je vais accélérer. Pour vous montrer, donc aujourd'hui on est à peu près sur la France à 2 degrés. Ben, ça ne parle pas beaucoup de degrés. En fait, je vais vous montrer qu'est-ce que ça veut dire, ce 2 degrés de changement en France. Donc je vais vous montrer je vais commencer par ce graphe qui est très simple, un graphe en code-barre, comme on les appelle. Une barre représente une année. Et vous avez ici, donc c'est les étés sur la France hexagonale. Et donc vous avez 20 barres qui correspondent aux 20 étés entre 1960 et 1979. Donc sur cette bidécade-là, le record chaud, évidemment, c'est le record de 76, on en entend parler, et le record froid, c'est 1972. Et vous voyez aussi une variabilité entre les étés, hein, d'une année sur l'autre. La moyenne sur 20 ans est de 18,7 sur la France. Si je prends les 2 décennies suivantes, vous voyez que l'ensemble se décale. Le record de 1976 a été battu en 94 et 83. La moyenne a augmenté de 0,9 degrés. Si je prends la même chose entre 2000 et 2019, vous voyez que l'ensemble se décale encore. Et quand on additionne le changement moyen, 0,9 degrés sur la première décennie, 0,9 degrés sur la deuxième, on est à peu près à 2 degrés. Donc ce 2 degrés, voilà ce que ça veut dire. Ça veut dire en fait que l'ensemble des étés se décale. Si je prends 2006-2025, ça se décale encore davantage, avec celui de 2026, je ne sais pas où le trait sera, mais en tout cas, il est probable qu'il batte celui de 2003. 2025 était ici. Donc 2025, en fait, c'est un été chaud dans la dernière décennie, mais si on le regarde par rapport à 1960-1979, 2025 est un impensé. Il n'aurait pas été possible en 60-79. Vous voyez, il était extrêmement chaud par rapport au record chaud de 1976. Et moi, je suis né en 1971. Je suis né en 1971. En 1971, ça veut dire qu'aujourd'hui, il est virtuellement impossible que je revive l'été de ma naissance. Voilà ce que ça veut dire, 2 degrés. Donc, 1, je vieillis. Puis 2, ça chauffe vite. Et donc, on voit très concrètement ce que veut dire ce 2 degrés. Il y a plein de discours qui tendent à minimiser en fait ces changements climatiques. Ce 2 degrés-là, à l'échelle de ma vie, ça veut dire que je ne peux plus vivre les étés de mon enfance. Avec 2 degrés de réchauffement sur la France. Sachant qu'on s'en va vers 4 degrés. Et que je vous ai dit que les effets ne sont pas linéaires. Il
Il y a des événements composites qui se mettent en place. On ne peut pas raisonner, on ne peut pas extrapoler. Je pense qu'après le Covid, on sait tout ce que ça veut dire une exponentielle. Voilà. Une autre manière de l'incarner, je peux vous affirmer que c'est la dernière fois que la France a organisé les Jeux Olympiques en 2024 de sa vie. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le risque associé à une canicule dans un été avec 2 millions de touristes, il n'est pas gérable. Donc la France n'organisera plus les Jeux Olympiques en été à Paris. Voilà ce que veut dire le changement climatique. Et si on le regarde de manière très concrète, quelle était la probabilité de vivre, alors à ce moment-là, c'est en 2024, l'été 2022 qui était la référence. Maintenant, ça va devenir l'été 2026. Imaginez les Jeux Olympiques pendant cette période. Donc l'été 2026, quelle était la probabilité de vivre l'été 2022 en 2024 ? Lors de la cérémonie d'ouverture, c'était une chance sur 10. Le risque, bon allez, il est quand même fort. Vous parlez d'un assureur, une chance sur 10, il ne vous assure pas. Mais bon, on le fait quand même. Lorsqu'Hollande a présenté la candidature de Paris, 2014, c'était une chance sur 30. En 1924, les premiers JO à Paris, c'était impossible. En 2034, c'est une chance sur 4. En 2044, c'est une chance sur 2. Donc prendre le risque d'avoir un été comme 2022, lors des Jeux Olympiques, avec 50% de chances que ça arrive, c'est pas gérable. Voilà ce que veut dire concrètement ce 2 degrés. Voilà le défi auquel on est confronté. Et le seuil de 4 degrés, donc aujourd'hui on s'en va vers, donc je vous ai dit, on a 2 degrés de réchauffement, on s'en va vers un niveau de réchauffement de l'ordre de 4 degrés à l'échelle de la France, et ce seuil de 4 degrés, il a été choisi dans le plan national d'adaptation au changement climatique, 5 minutes, je vais aller vite. Donc ce n'est pas un scénario pessimiste, c'est le scénario tendanciel. Normalement, on s'adapte pas à ce qui va devenir la norme, on s'adapte à des événements qui vont se superposer à une norme. On s'assure face à un accident. On doit s'assurer pour les futurs événements extrêmes dans une France à 4 degrés. Et donc l'été, aujourd'hui, le record est de 46 degrés. L'été 2022 sera un été froid dans une France à 4 degrés. Et la fenêtre des 50 degrés est ouverte. Ce n'est pas une question du est-ce qu'il peut faire 50 degrés en France, c'est quand est-ce qu'il va faire 50 degrés en France. Ça peut être dans 15 jours. Ça peut être dans 10 ans. Ça peut être dans 30 ans. En tout cas, ça sera atteint. Donc ce qu'on vit, c'est une combinaison d'une force. Alors les forces, c'est les gaz à effet de serre qui s'accumulent dans l'atmosphère. Et puis, je vous ai dit, ces fluctuations d'une année sur l'autre qui peuvent masquer ces forces, mais qui sont présentes et qu'il faut considérer. Alors, le responsable, évidemment, de ces changements climatiques, c'est les émissions de gaz à effet de serre. Vous voyez ici, vous avez ici les émissions de gaz à effet de serre cumulées à l'échelle mondiale, de 1860 jusqu'à aujourd'hui. Nos émissions, c'est un niveau record. Elles augmentent moins vite depuis les 10 dernières années, mais il n'y a pas de signaux robustes de stabilisation globale sur nos émissions en tant que telles. Sur ces émissions-là, il y en a 50% qui sont captées par les milieux naturels. Le non-humain est absolument essentiel. Le non-humain, biosphère, océan, etc., sont nos meilleurs alliés pour lutter contre le changement climatique, mais ils sont aussi d'une grande vulnérabilité. Donc, lutter contre le changement climatique et préservation de la biodiversité, c'est 2 faces d'une même pièce. Nos meilleurs alliés, c'est la biodiversité. Quand on regarde les émissions sur la France, la baisse des émissions de gaz à effet de serre entre 2023 et 2024 était de 3%. Depuis 1990, la France baisse ses émissions de gaz à effet de serre. Mais le rythme estimé entre 2024 et 2025 ralentit encore. Alors déjà 3%, c'était déjà ralenti. Il sera à peu près de 2,1. Les puits de carbone forestiers, je vous en ai parlé, pour capturer le carbone, sont en très mauvais état en France. Ils sont dégradés sous l'effet notamment du changement climatique, donc des chaleurs extrêmes, des sécheresses récurrentes et des parasites. Pour s'inscrire dans l'accord de Paris, il faudrait faire x2, voire x3, voire x4 sur certains secteurs pour limiter le réchauffement climatique dans l'accord de Paris. Donc de manière sans équivoque, on est intégralement responsable du passé. Et de manière sans équivoque aussi, on est intégralement en capacité d'agir pour le futur. Pourquoi ? Parce qu'il y a quelque chose dont on ne parle pas beaucoup. C'est que si on arrête demain des émissions de gaz à effet de serre, demain, expérience de pensée magique, nous on peut le tester avec nos modèles, si on arrête demain d'émettre des gaz à effet de serre dans l'atmosphère, la température globale de la planète se stabilise immédiatement. Il n'y a pas d'inertie. Le niveau de la mer va continuer à augmenter. Par contre, les événements extrêmes ne vont pas continuer à s'intensifier. On ne revient pas en arrière. C'est vraiment un voyage sans retour, mais on ne l'aggrave pas. Donc tout ça, c'est un plaidoyer pour l'action. Ça veut dire que chaque action compte, puisque chaque tonne de CO2 compte. Quand on a dit ça, il faut immédiatement rajouter, mais de manière différenciée. Dans les 2 cas,
on n'a pas le même niveau de responsabilité dans les changements climatiques, et on n'a pas non plus les mêmes capacités d'agir dans le changement climatique. Et c'est absolument essentiel d'introduire cette notion de responsabilité différenciée et capacité d'agir différenciée pour les politiques climatiques. Sinon, elles sont vouées à l'échec. Où est-ce qu'on va? On va vers 3 degrés, donc je vous ai dit à l'échelle mondiale. On est aujourd'hui à 1,37 degrés. Donc je vais passer parce que on me dit qu'il faut accélérer. Et je vais faire un petit focus sur le court terme, puisque je pense que pour les élus, c'est intéressant d'avoir une vision, non pas en 2100, mais qu'est-ce qui va se passer sur les 20 prochaines années. Donc je vais vous montrer une analyse rapide sur la France hexagonale. Donc ce sont les changements de température sur les 20 prochaines années, on va dire jusqu'à 2040. Donc vous avez ici un graphe avec des barres. Moi j'aime bien les codes barres en fait parce qu'ils sont relativement simples. Donc vous avez ici la différence de température entre donc le réchauffement entre la dernière période, les deux dernières décennies complètes et puis les deux suivantes. Et donc ce qui est attendu, la contribution anthropique au réchauffement est autour de 0,8 degrés sur les 20 prochaines années. On est à peu près à 2 degrés, on prendrait 0,8 degrés sur les 20 prochaines années. Vous avez ici la structure régionale du réchauffement assez homogène avec un réchauffement amplifié sur le sud-est de la France. En fait, je vous ai dit que ça, c'est la contribution humaine. Mais il y avait aussi une grande fluctuation quand même, d'une année sur l'autre. Vous vous souvenez des codes barres que je vous ai montrés? Il y a aussi une grande fluctuation. Donc on a aussi il faut tenir compte de ces fluctuations qui sont possibles, parce que ce qu'on vit, c'est l'influence humaine, plus cette variabilité naturelle du climat qui se superpose à cette influence humaine et qui peut soit amplifier, soit atténuer de manière temporaire cette influence humaine. Donc ce qu'on va vivre, c'est une de ces barres. Ce n'est pas uniquement l'influence humaine sur le climat, c'est l'influence humaine plus la variabilité interne. Donc on va être entre un faible réchauffement et un réchauffement accéléré. Et quand on prend des actions d'adaptation au changement climatique, il ne faut pas prendre ça. Il ne faut pas prendre le vert là, qui est plus attendu. C'est celui-là. C'est les scénarios les plus élevés. Ils ont ces barres-là ont autant de probabilités. On a autant de probabilités de tomber ici dans ce cas avec un faible réchauffement qu'avec un très fort réchauffement accentué. Si on regarde sur la dernière période, si on fait l'exercice un peu rétrospectif, on est plutôt dans un réchauffement sur la France qui est accéléré, qui est un peu plus grand par rapport à ce qu'on attendrait uniquement de l'influence humaine sur le climat. Donc on n'a pas, en fait, on savait qu'on pouvait avoir des réchauffements amplifiés par rapport à cette seule influence humaine sur le climat. On ne les a pas considérés dans les politiques d'adaptation, alors qu'il faut les considérer absolument dans un cadre de risque. En fait, on sera là-dedans, quelque part là-dedans. Une fois que je vous ai dit ça, vous allez dire, voilà, qu'est-ce que je fais avec tout ça? Mais en fait, vous prenez les bornes, hein. Le climat qui se réchauffe le moins et le climat qui se réchauffe le plus, et vous aurez vous serez prêt à toutes les éventualités qui peuvent être là-dedans. Alors ça, c'est pour la température, mais ça, c'est assez facile, la température, ça chauffe. Je vais juste finir par les précipitations, parce qu'on entend beaucoup de bêtises sur les précipitations, sur les pluies, en fait. En fait, les pluies, ça sera quelque chose qui sera là-dedans. Donc vous voyez ce là-dedans, ça peut être une France extrêmement sèche. Là, c'est les pourcentages de changement de précipitation sur les 2 prochaines décennies par rapport qui pourrait être extrêmement sèche ou qui pourrait être extrêmement humide. Et quand on regarde en fait l'influence humaine sur je fais les mêmes barres, hein, toujours pareil. Quand on regarde l'influence humaine sur le climat, c'est 0. Sur les précipitations en hiver en France, on n'a pas d'influence humaine sur le climat sur les précipitations qui est détectable. Par contre, on a une fluctuation, des changements qui sont possibles entre ces bornes-là, et on voit que en fait, ces bornes-là, elles s'étalent en changement climatique. Ce n'est pas uniquement la moyenne ne change pas, mais par contre, les bornes s'étalent. Donc on peut avoir une France très sèche, comme on peut avoir une France aussi très humide. Et c'est à cette éventualité-là qu'il faut s'adapter. Il ne faut pas s'adapter à un seul scénario, mais à cette éventualité. Donc, quand on a ce qu'on appelle des incertitudes profondes pour l'eau, je vous ai dit que je ne peux pas vous dire de combien en moyenne la précipitation va changer. En fait, il faut examiner le domaine des possibles. Et il y a quelque chose qui est intéressant pour vous, élus, je pense que c'est l'approche, ce qu'on appelle en narratif, c'est-à-dire retenir les trajectoires potentielles qui viennent mettre à l'épreuve les vulnérabilités. Des enjeux qui sont préalablement évalués. Par exemple, si l'enjeu est affecté par les sécheresses, par la ressource en eau, d'évaluer en fait les trajectoires les plus défavorables pour la sécheresse. Pour les inondations, les saisons les plus pluvieuses possibles pour les inondations.
Donc de se mettre dans ce cadre narratif-là. Donc de réduire les vulnérabilités aussi en pointant sur quelque chose qui est un impensé, c'est les politiques de sobriété. Les politiques de sobriété, elles permettent en fait d'encaisser les fluctuations plus fortes, alors que la moyenne change peu. Et viser ce qu'on appelle la robustesse et non l'efficacité. Il faut être prêt à différentes éventualités et non pas être super efficace sur une éventualité qui a une faible probabilité en fait d'arriver. Dans ce cas, on rate l'adaptation. Je termine par quelques réflexions. Regardez dans le rétroviseur pour évaluer les risques futurs et gages d'impréparation et de catastrophe. Donc l'inédit du présent deviendra la norme du futur et l'inédit du futur projeté doit être le cadre de l'adaptation. Alors là, je fais référence à la petite phrase d'Emmanuel Macron qui dit on n'est pas prêt à quelque chose on n'est pas adapté à quelque chose qui n'est jamais arrivé. C'est le propre de l'adaptation, hein, de s'adapter à quelque chose qui n'est pas jamais arrivé. Mais qui n'est jamais arrivé, mais qui est anticipable. Je vous montre que c'est anticipable. Ce que nous vivons aujourd'hui ne sort pas des projections climatiques que l'on a élaborées. Ça ne va pas plus vite, hein, ce n'est pas plus intense, c'est dans le domaine des possibles de ce qu'on a imaginé. On était dans un déni de gravité, on était dans un déni de vulnérabilité, on est dans un déni de responsabilité. Et on l'expérimente aujourd'hui. Évidemment, j'ai parlé beaucoup d'adaptation, mais en fait, l'adaptation, elle est amenée en synergie avec la réduction des émissions de gaz à effet de serre parce qu'on marche sur deux jambes. Si on n'a pas les deux, on tombe. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a des limites dures à l'adaptation. Et le succès de l'adaptation est conditionnel à la réussite de l'atténuation. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on ne s'adaptera pas dans une France à 4 degrés. L'adaptation d'une France à 4 degrés, c'est une illusion. Clairement. Alors que c'est le scénario tendanciel, c'est une illusion. Si on décide politiquement, collectivement, de s'engager dans une France à 4 degrés, alors ça revient aujourd'hui à aborder de manière très démocratique, très claire, très transparente, qu'est-ce qu'on protège, qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on sacrifie, qu'est-ce qu'on sauve. On a le droit de se mettre dans ce scénario-là. Mais ça veut dire qu'il faut se poser cette question-là. Et il faut se poser ces questions-là pour l'ensemble des secteurs qui sont listés. Ne pas lutter aujourd'hui contre le changement climatique, donc adaptation plus décarbonation, et ne pas préserver la biodiversité acte notre insécurité. Notre insécurité sanitaire, notre insécurité alimentaire, notre insécurité énergétique, économique, matérielle, politique. Et pas d'après-demain, de demain, et voire je dirais d'aujourd'hui. On l'expérimente en ce moment. On est en bord de rupture en ce moment sur de nombreux secteurs. Et il y a donc des risques en cascade, des risques en composite qui peuvent se mettre en place. Alors je finis par une anecdote. Un clin d'œil. Vous avez ici les rapports du GIEC. C'est le dernier rapport du GIEC. Le stabilo est là pour vous montrer la taille du rapport. Le résumé à l'intention des décideurs, c'est tout à fait en haut, c'est 30 pages de rapport de synthèse. Et une citation que j'aime bien de ce prix Nobel de chimie, qui dit « À quoi sert-il d'avoir réussi à développer une science suffisamment performante pour faire des prédictions si au bout du compte, tout ce que nous sommes prêts à faire, c'est d'attendre qu'elle se réalise ?» La science est là, est très claire. Et donc, en fait, lutter contre le changement climatique, et je reprends cette phrase du résumé à l'intention des décideurs du groupe 2 du rapport du GIEC, viser un monde durable et résilient au changement climatique implique des changements fondamentaux dans le fonctionnement de la société, les modes de vie, c'est-à-dire aussi notre faire démocratie, notre faire société, les valeurs sous-jacentes, les visions du monde, les idéologies, les structures sociales, les systèmes politiques et économiques et les relations au pouvoir. Donc en fait, tout ça, c'est un projet sociétal. Et donc le changement climatique, ce n'est pas un problème physique, même si je suis physicien et que j'adore ce que je vous ai présenté. Ce n'est pas un problème physique, ce n'est pas un problème technique non plus. Et on le réduit à un problème technique. On l'a vu avec la clim, on l'a vu avec le nucléaire, pendant les élections présidentielles précédentes. C'est un problème politique. Alors pas au sens politicien du terme, mais de faire société, de relations vivantes, de relations en commun. Et je pense que le changement climatique, il nous impose de la lucidité, puisque le déni de gravité aujourd'hui n'est plus une option. Il nous impose de l'honnêteté, parce qu'on ne négocie pas avec le climat. Et on le prend en pleine figure en ce moment, parce qu'on a négocié avec le climat. On ne négocie pas avec les lois de la physique, on négocie avec les lois économiques et sociales. On ne négocie pas avec les lois naturelles, on négocie avec les lois humaines. Il faut bien différencier les deux. Une dette, ça se négocie. Des tonnes de carbone dans l'atmosphère, ça ne se négocie pas. Donc la contrainte, elle est là. De la cohérence, puisqu'en ce moment, vous voyez, la cohérence, je pense qu'on a un petit peu oublié ce mot-là. Du courage, parce que ce n'est pas facile de lutter contre le changement climatique, et il faut le reconnaître aussi.
de la justice, de l'équité, de l'éthique, et puis un dernier mot qui est absolument important, c'est la solidarité. Parce qu'on sait très bien que lutter contre le changement climatique sans solidarité, à la fois à l'intérieur d'un pays et à la fois à l'international, on n'y arrivera pas, puisque c'est un enjeu sociétal, un enjeu d'égalité, et donc on s'en va vers une transformation sociétale qui doit être juste à tous les niveaux. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Cassou. J'ai un petit peu dépassé, je suis désolé. C'est pas grave, c'est super. Du coup, je vais réadapter un petit peu, mais merci beaucoup pour cette mise en contexte très importante. Et je vais vous inviter à revenir à votre place. Et je récupère ceci. L'idée, et encore merci, c'était bien de faire cette recontextualisation à la fois sur le socle de réalité climatique avec laquelle nous avons besoin de faire, bien évidemment, mais aussi cette recontextualisation de l'action où elle se situe, le fait qu'elle ne puisse pas se passer de solidarité, le fait que ces interconnexions globales ne soient pas qu'une source de pollution, mais qu'elles puissent être aussi vectrices de solutions. Et je crois que les personnes qui sont ici à cet atelier sont justement déjà dans l'action. Donc on va faire ce trait d'union depuis ces enjeux climatiques vers les enjeux du climat au sein de l'action internationale des collectivités territoriales. Alors c'est une toute petite partie que je vais faire moi, mais je vais être extrêmement rapide parce que c'est plus intéressant d'écouter les autres. Et après ma très brève intervention, nous aurons le plaisir d'écouter des témoignages de collectivités, de 3 collectivités pour partager justement leurs approches et la manière dont elles se sont saisies de ces enjeux d'action. Je les présenterai plus tard, mais très rapidement, pour faire le lien et vous partager cette réflexion de comment l'AICT interagit avec les enjeux de l'action climatique, enfin avec les enjeux climatiques justement. L'idée était de rebalayer très rapidement un peu une typologie d'action. C'est juste un exercice de pensée que je vous propose et qui est évidemment incomplet et rapide. Mais souvent, ce qui saute aux yeux quand on parle de l'action internationale des collectivités territoriales, pardon, je parle bien dans le micro, c'est aussi l'impact de l'action elle-même, parce qu'on va voyager, parce qu'on va construire des infrastructures, parce qu'on va faire bouger des gens. Et du coup, c'est des fois ce qui saute aux yeux, la partie émergée de l'iceberg. Sachant que c'est aussi parfois l'enjeu au-delà de l'atténuation, l'enjeu d'adapter les projets pour que si des infrastructures soient construites, elles soient construites en prenant en compte ce climat changeant et les risques qui peuvent peser sur des infrastructures d'eau, d'assainissement, les choses qui sont menées dans le cadre de l'action internationale des collectivités territoriales. Au-delà de ça, cette AICT et la coopération décentralisée notamment peut aussi être vectrice d'actions qui vont, elles, viser directement le climat. Ça peut être des projets d'adaptation des territoires, des projets d'écriture de plans climat, des projets d'atténuation, de reforestation, d'agroforesterie, ce genre de choses. Donc là, c'est l'action elle-même qui peut avoir un impact sur le climat. Et ce que je voulais rajouter, et ça c'est la partie immergée de l'iceberg, ça va être tous les co-bénéfices. Tout ce qui va pas forcément être comptabilisé même dans une action de coopération décentralisée, mais vous l'avez pointé, Monsieur Cassou, le lien avec la biodiversité et l'impossibilité de faire sans cela. Il y a des projets, je vais juste donner un exemple, mais un projet d'appui à l'entrepreneuriat rural qui va peut-être s'appuyer sur des approches d'agroforesterie paysanne et qui vont en fait avoir un co-bénéfice, peut-être même de séquestration de carbone, etc. Ce genre de choses ne sont pas toujours comptabilisées par l'action internationale des collectivités territoriales, parce qu'on va compter certains types de bénéficiaires comme le type d'action, mais ces co-bénéfices environnementaux, sociétaux ne sont pas toujours là, et pourtant ils peuvent aider des fois à préparer aussi, à mieux préparer des territoires et des populations, à lutter contre des vulnérabilités contextuelles face à l'aggravation des changements climatiques. Donc ce décryptage très très rapide avant de donner la parole à nos intervenants donc, que je vous propose, c'est donc cette AICT climatique, si on devait la caricaturer et la segmenter, ça pourrait être cette AICT qui serait idéalement résiliente au changement climatique, c'est-à-dire qu'elle serait elle-même atténuée et si possible compensée sur tout ce qui ne serait pas atténuable en matière d'émissions, et elle adapterait les projets qu'elle mènerait à ce climat changeant.
Mais ça, c'est le socle, en quelque sorte, le socle avec lequel on est déjà obligé de travailler, bien sûr, pour que l'action elle-même soit la plus vertueuse possible. Au-delà de ça, l'AICT peut aussi être vectrice de solidarité, on le sait de par son héritage de coopération décentralisée, au développement notamment, et un vecteur de lutte contre les inégalités entre territoires, d'aide à la réduction de la vulnérabilité avec cette approche solidaire. C'est aussi quelque chose qui transparaît dans beaucoup de programmes de coopération. Mais au-delà de ça, l'AICT est aussi une source de solutions, de partage, d'échanges entre pairs, entre collectivités. On est là sur des dynamiques qui sont plus réciproques, qui se retrouvent dans beaucoup de vos dynamiques de coopération également, permettant l'échange entre territoires, partage d'idées, de méthodes et la mutualisation, pour que cette action internationale et ces connexions entre collectivités soient bien vectrices aussi d'amélioration de vos politiques publiques sur vos territoires également. J'y ajoute cette idée de cultiver l'esprit d'interdépendance, l'impact global de l'action locale, tout ce qui va se retrouver notamment dans vos efforts d'éducation à la citoyenneté, à la solidarité internationale, et qui permettent de cultiver cet esprit d'interdépendance, de destinée commune, d'ouverture. Et enfin, je rajoute une autre dimension qui, elle, n'est pas pratiquée par toutes les collectivités, mais c'est cette connexion aux dynamiques multilatérales, à cette diplomatie des villes et des territoires, qui peut également impacter sur les politiques climatiques et sur les manières dont elles sont mises en œuvre ou pas, évidemment avec l'espoir qu'elles soient de plus en plus sensibles au territoire et de plus en plus connectées à l'action des collectivités, d'ailleurs, là où sont ressentis les changements et là où sont au final beaucoup de solutions et on va dire de flexibilité, peut-être, de plus petites solutions que les grandes solutions n'ont pas forcément. Ce que je voulais vous proposer initialement, c'était un petit sondage, mais je vais vous demander, regardez vos téléphones, est-ce que vous captez ici, toutes et tous? Et si... Voilà, on a fait le test tout à l'heure, et en fait, je suis navré, j'espérais qu'on ait un petit peu de participatif, mais le temps qu'on se connecte au Wi-Fi, etc., ça sera compliqué, donc je vous proposerai cette animation une prochaine fois lors d'un atelier en ligne, peut-être pour lequel ce sera un petit peu plus simple. Mais ça va me permettre de sortir directement à la prochaine section, après cette petite mise en perspective de cette diversité de liens entre l'AICT et les enjeux climat. Et je vais appeler nos 3 intervenants pour vous partager un retour d'expérience qui sera plus concret dans vraiment l'action des collectivités. Ce sera Dorothée Scarwell, de la communauté urbaine de Grand Poitiers, mais également Simon Le Tonturier de Rennes et Rennes Métropole, et Brian Cantor de la ville de Marseille. Et si vous voulez, comme ça vous ne serez pas tout seul, et je ne serai pas tout seul non plus, je vous invite à venir vous installer. Après ce très rapide décryptage, l'idée est justement d'ancrer ce que j'ai présenté brièvement avec ces 5 grandes approches, qui ne sont pas exclusives d'ailleurs, le retour des collectivités elles-mêmes. Et on va commencer par Dorothée Scarwell, qui va pouvoir nous présenter l'action de Grand Poitiers sur ces enjeux climat et la manière dont la communauté urbaine s'en est saisie. Dorothée, je te présente quand même. Donc, tu es chargée du pôle Relations internationales et Europe au sein de Grand Poitiers. Du coup, la parole est à toi. Faut pointer vers quoi? Oui, tu as le petit bouton vert pour... N'importe où. Ah, ça c'est pour pointer le laser et ça c'est pour passer les slides. Et si tu veux, voilà. Oui, tu vois partout. Merci. Bonjour, merci David Pierre. Donc, moi, l'idée, c'est de vous parler d'un sujet très concret. Et le postulat, c'est comment, à partir de l'intention d'une collectivité de réduire l'empreinte carbone de sa coopération internationale, on passe à un projet de terrain concret qui respecte ses objectifs malgré les imprévus. Donc je ne vais pas vous parler d'un beau projet de plantation d'arbres à Santa Fe, enfin un peu, mais ce n'est pas le sujet principal. Le sujet, c'est plutôt l'outil qui a permis de le construire et comment cet outil il est réplicable pour vos propres coopérations. Donc cet outil, il est né d'une étude dans le cadre d'un projet FICOL qu'on avait avec la ville de Santa Fe sur la restauration du patrimoine d'inspiration française. On avait un travail sur le patrimoine depuis 2016 avec Santa Fe. En 2019, on a commencé à rédiger une note d'intention pour la FICOL. Et en 2020, suite aux élections municipales, donc les élus se sont emparés du sujet et ont souhaité apporter quelque chose en plus et donc travailler sur ces enjeux de coopération responsable.
Donc cet outil, aujourd'hui, ce n'est pas un logiciel sophistiqué, c'est un simple fichier Excel. Et en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que du coup, il est utilisable par des agents de l'AEICT et pas seulement par des experts climat. Donc vous allez toutes et tous pouvoir vous en emparer si ce n'est pas déjà fait. Donc il comporte 3 volets. Le premier, c'est le bilan GES. Donc en fait, on va aller calculer un certain nombre de périmètres dans le projet, à la fois sur ce qui se passe sur le bureau en France, dans le pays de coopération, sur la mobilité entre les pays et évidemment sur le cœur du projet. Donc que ce soit des déplacements, des matières premières, des infrastructures, etc. Ça peut ressembler à ça au final. Je ne vais pas le détailler. Enfin, vraiment, l'idée, c'est pas de vous présenter l'outil dans le détail. On pourra en reparler plus tard si vous le souhaitez, mais c'est de vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà. Le deuxième volet, c'est l'adaptation. Donc là, en fait, on va aller regarder la vulnérabilité du territoire partenaire et ça va permettre de donner des pistes pour garantir la résilience du projet et des bénéficiaires. Je suis sortie de l'Argentine pour vous mettre le Tchad, puisque Grand Poitiers travaille aussi à une coopération avec le Tchad, notamment sur les enjeux d'accès à l'eau et à l'assainissement. Et enfin, un volet séquestration, et c'est ce volet-là qui va nous intéresser aujourd'hui. Ce volet séquestration, en fait, c'est un guide sous la forme d'un arbre à décision qui permet d'aller soit financer, soit monter un projet de coopération. Et donc, c'est par cet arbre à décision qu'on est arrivé au projet Carboc, donc je vais vous parler. Hop. Voilà, donc l'idée, c'était à partir du projet FICOL qui émettait des gaz à effet de serre par différentes choses. On a parlé des déplacements, mais c'était aussi tout ce qui est les formations, le renforcement des compétences en restauration du patrimoine, l'achat de matériaux et de matériel. Et donc, ce volet séquestration nous a permis de définir en fait un projet. Et pour ça, on a travaillé avec les étudiants de l'Université de Poitiers, notamment de l'école d'ingénieurs de l'Université de Poitiers, pour calibrer le projet. Et juste vous dire qu'en fait, le projet Carboc, c'est la mise en application concrète de l'outil sur lequel on s'était basé au départ. Donc, un projet cofinancé par le MAE, que je remercie. 3 objectifs assez classiques. Créer des liens de coopération horizontaux sur la biodiversité. Donc là, en fait, on a fait travailler nos services techniques tant sur la gestion des espaces verts, la gestion des trames vertes, mais aussi on a pu mettre en relation 2 laboratoires, donc de l'Université de Poitiers et du CONICET, donc l'équivalent CNRS en Argentine, pour travailler sur les îlots de chaleur. Deuxième objectif, c'était de compenser le carbone des projets via la plantation d'au moins 650 arbres. Donc ça, c'est le calcul qui avait été réalisé sur la base de l'outil. Et puis, un enjeu de végétalisation des quartiers nord populaires de la ville de Santa Fe plus vulnérables. Voilà, donc 4 actions sur ce projet, donc toute une phase de diagnostic, de planification, de sélection, de plantation, sensibilisation également. Il y a eu un gros travail en participation citoyenne sur le projet. Et puis évidemment le lien entre les collectivités qui a été primordial en fait. Ce qui a vraiment fait la différence, c'est la mise en place d'un pilotage conjoint. On a pu mettre en place un groupe de travail qui était piloté par l'agence de coopération de Santa Fe, mais avec des partenaires bien identifiés des 2 côtés, tant dans le personnel municipal qu'avec les partenaires que j'ai cités précédemment. Voilà, si on parle de chiffres. Donc, on avait calculé 447 tonnes émises par les projets, donc le cumul en fait, du projet FICOL et du projet Carboc, parce qu'on avait intégré déjà le projet Carboc dans le calcul. On savait qu'il fallait planter 650 arbres pour compenser cela sur 80 ans. Et finalement, on est allé au-delà, puisqu'il y a eu 870 arbres plantés. Je vais revenir après sur pourquoi ce chiffre supplémentaire. Et donc 647 tonnes séquestrées, donc avec un bilan positif. Ce que j'aime bien dire aussi, c'est que la réalité du terrain en fait qu'on s'est fait voler des arbres. Il y en a qui sont morts de sécheresse, mais on a pu réagir et en replanter.
Et pour terminer, ce que je trouve intéressant aussi, c'est la prise en compte du risque climatique. On en a parlé un petit peu, enfin Christophe Cassou en a parlé tout à l'heure. En fait, on avait anticipé la fin du phénomène de la Niña, donc la période de sécheresse sur la fin de l'hiver argentin, donc en septembre. Mais finalement, cette période-là, elle s'est terminée qu'en novembre. C'est-à-dire que toute la première campagne de plantation, elle a eu lieu en période de sécheresse. Et c'est là qu'on a perdu en fait un grand nombre d'arbres en fait, qui ont été endommagés et qui ont dû être remplacés. Et puis on a dû aussi travailler sur de la transplantation d'arbres plus matures en fait, qui étaient plus résistants. Voilà, il y avait eu une petite anticipation de la bascule climatique, mais en fait ça ne s'est pas réalisé comme prévu. Donc c'est un peu comme si on avait des périodes de canicule dès le mois de mai en France. Le point positif dans tout ça, c'est qu'on avait quand même identifié l'aléa et que finalement, racheter des arbres dans la saison creuse, c'était moins cher. Les arbres étaient plus jeunes et du coup, on a pu compenser et rééquilibrer le coût et acheter plus d'arbres et donc compenser plus positivement le projet. Donc on a respecté finalement le budget provisionnel et les objectifs de compensation carbone. Voilà, donc pour conclure, en fait, ce que je voulais vous dire, que c'était moins le projet Carboc qu'il fallait retenir, mais plus la méthodologie que vous pouvez appliquer sur vos propres projets de coopération. Donc, ce qui a permis d'en arriver là, c'était un diagnostic carbone qui a permis de chiffrer et d'anticiper les risques, un pilotage conjoint entre les collectivités territoriales et une transparence, en fait, sur la réalité du terrain et sur ce qui ne s'est pas passé comme prévu. Donc cette méthode, elle est transférable et j'en parle d'autant plus facilement qu'encore lundi dernier, on échangeait avec nos collègues de Grand Angoulême qui veulent mettre en place quelque chose pour leur coopération avec Zapopan au Mexique. Et puis David Pierre est toujours à votre disposition aussi pour vous accompagner sur la prise en main de l'outil. Toutefois, si vous voulez quand même en savoir plus sur le projet, je vous ai mis un QR code vers une vidéo qui le présente. Alors même si Internet ne fonctionne pas, vous aurez le support par la suite, je pense. Voilà, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dorothée. Oui, ça marche. Voilà, parfait. Merci. Merci beaucoup, Dorothée. Je vais. Oui, tu peux en effet passer le. Ah, c'est à Brian qui va prendre la suite. Voilà, l'idée étant de présenter. Donc, merci pour cette présentation qui montre un outil en effet qui est donc disponible, déjà partagé, déjà approprié par d'autres coopérations décentralisées aussi, et qui permet de faire ce lien. On va dire atténuation, c'est-à-dire comment réduire l'impact de l'action en elle-même, mais aussi comment y trouver ces bénéfices en matière d'aménagement urbain, de lutte contre les îlots de chaleur, là c'était l'exemple, et de travail horizontaux de biodiversité. Donc merci, c'était voilà, très concret. Le but étant de continuer à partager ces exemples de la manière dont vous vous êtes saisis ces actions face aux enjeux climatiques. Et ça me permet de passer la parole à Brian Cantor, qui est donc chargé de projet diplomatie climatique à la ville de Marseille. Et normalement, si tu appuies sur le bouton de la télécommande, voilà, parfait. tu as ta présentation. Ça marche ? Oui, parfait. Bonjour tout le monde. Donc Brian Cantor, chargé de projet diplomatie climatique à la ville de Marseille. Ça va faire 1 an que j'ai rejoint la ville de Marseille et je vais vous présenter un pan qui est peut-être un peu plus niche, j'ai envie de dire, de l'action internationale des collectivités. C'est tout ce qui est la gouvernance, travail, influence sur la gouvernance multilatérale et sur la diplomatie climatique. Alors, pourquoi une diplomatie climatique ? Déjà, pour la ville de Marseille, ce constat absolument glaçant de la part de M. Christophe Cassou et des travaux du GIEC qui influencent des politiques publiques qui sont ressenties directement par les citoyens. Et donc, depuis 2020, la ville de Marseille est présente à tous les événements internationaux pour essayer de faire entendre sa voix, faire entendre les besoins des citoyens pour une meilleure prise en compte de l'urgence. Urgence, d'ailleurs, que le conseil municipal a décrétée dans le cadre d'une délibération en 2021. Et pour, grosso modo, Marseille est bien entendu une ville qui présente d'importantes vulnérabilités socio-économiques, ainsi qu'une grande biodiversité. C'est une ville qui a dans son sein, il me semble que c'est la seule ville française dans son sein avec un parc national, et c'est une grande richesse, mais qui présente aussi d'importants paradoxes au regard de la ville.
je vais dire que c'est une démarche pour vous rendre un peu plus clair la politique de la ville. Marseille a rejoint le label 100 villes neutres climatiquement à horizon 2030 de la part de la Commission européenne, qui est ce groupe de villes pionnières qui ont rédigé un accord, un contrat ville-climat avec la Commission européenne qui fixe un objectif ambitieux de réduction de moins 55% des émissions de gaz à effet de serre à horizon 2030. Donc, c'est-à-dire qu'avec à la fois le vote sur l'état d'urgence climatique et la participation à ce label, la ville de Marseille essaye d'orienter ses projets, ses politiques publiques vers une atténuation importante de ces émissions de gaz à effet de serre. Pour autant, bien sûr, c'est un défi immense. Les besoins se chiffrent à 15 milliards d'euros, dont 7 milliards qu'elle ne sait pas comment trouver. C'est-à-dire que, pour faire simple, vu les délais, ils ne seront pas atteignables. Pour autant, c'est un objectif et la ville a décidé de se doter de moyens d'influence pour atteindre ces objectifs, à la fois au niveau européen, mais je vais moins en parler, mais aussi au niveau international. Donc, une action sur plusieurs niveaux qu'on peut dire sur 4 plans, à la fois une participation à des événements internationaux, également européens, 2, des signatures à des chartes et des présences au sein de différents réseaux. Je parlais d'ICLEI, qui est le point focal ville pour la constituante sur les villes au sein de la Convention 4 des Nations Unies contre le changement climatique. Il y a également Eurocité et d'autres. La signature de chartes, donc la présence dans des réseaux. Il y a également l'organisation d'événements et enfin la contribution à la production d'outils de connaissances et de capitalisation sur nos efforts en tant que collectivité. Alors, sur ce qui est de la signature de chartes, nous avons rejoint la coalition Ocean Rise, qui est la coalition des villes côtières lancée dans le cadre de l'UNOC, qui essaye de créer, de fédérer une coalition de villes internationales qui sont soumises à des pressions côtières. Je crois que cette coalition aura une importance certaine dans le cadre de la prochaine COP Océan qui aura lieu l'année prochaine. Et on a également signé une demande de la part d'ICLEI enjoignant les États, les collectivités locales à soutenir l'effort des États pour trouver un accord sur la ratification du traité plastique. Donc ce traité plastique qui devait limiter la prolifération du plastique. Et nous sommes en train de signer un traité de non-prolifération. Alors, il s'appelle comme ça un traité de non-prolifération, mais bien sûr, c'est une initiative lancée par une association qui demande aux États de trouver une sortie sur les énergies fossiles. Donc, voilà les efforts qu'une ville peut faire. Elle peut signer des chartes, elle peut mettre son nom dans des déclarations. Ça donne un peu de poids, bien sûr, dans un système de gouvernance multilatérale qui est toujours, in fine, dans la main des États. Pour autant, je ne l'ai pas mentionné, mais bien évidemment, les collectivités locales se forgent une place petit à petit au fil des années. Et il y a un peu plus de marge de manœuvre maintenant. Paradoxalement, dans un contexte de repli du multilatéralisme, il y a un peu plus de place pour les collectivités locales. Donc, il faut une volonté politique qui a été dite de la part de l'équipe municipale à Marseille, qui s'est incarnée de 2 façons, avec à la fois en 2021 l'accueil du congrès mondial de l'Union internationale de conservation de la nature, je crois que c'est ça, qui est venu en parallèle d'une dynamique locale, d'une stratégie partenariale de préservation de la biodiversité, qui a été rédigée avec le comité français de l'UICN et des acteurs locaux. J'ai dit que Marseille avait un parc national dans son sein. Et en 2025, nous avons organisé le sommet Climate Change, dont j'ai vu que Yotam allait participer plus tard, et on pourra parler directement au nom de Climate Change, mais voilà, qui est venu également incarner une dynamique locale avec la délibération d'un plan d'adaptation. Le titre de ce sommet, qui a accueilli à la fois, qui était un sommet Europe-Afrique sur l'adaptation au changement climatique, a produit 2 livrables. Le premier est la déclaration de Marseille, qui s'appelle « Renforcer la coopération autour de l'adaptation entre l'Afrique et l'Europe », qui est sur 4 axes. 1, la coopération scientifique est un socle.
Donc je suis vraiment encore ravi d'avoir une introduction d'un scientifique, c'est toujours très utile, même si encore une fois c'est un peu glaçant, voilà, mais c'est nécessaire. Deuxième chose, le fait de trouver des solutions financières et techniques qui manient atténuation et adaptation. Le troisième point, un enjeu central de l'adaptation autour du logement et du bâti, en tout cas pour une collectivité comme Marseille, avec d'importantes vulnérabilités socio-économiques, le bâti et le logement est central. 4, qui rappelle le rôle clé de l'action territoriale. 5, la mise en œuvre de réseaux et surtout la mobilisation du secteur privé. Alors j'ai également parlé de 4e point quand je disais une action sur plusieurs niveaux, la production d'outils de capitalisation. Nous sommes en train de travailler sur une carte mentale qui a été travaillée par Cité Unie France pour décrypter les différents enjeux de la COP. Donc on travaille là-dessus avec Sewanou qui nous accompagne sur ce sujet pour permettre de bien comprendre comment les collectivités peuvent s'insérer au sein des différentes instances des différentes COP. C'est un enjeu un peu compliqué. Et donc cet outil, une fois qu'il est consolidé, il aura vocation à être partagé. Et d'ailleurs, j'invite d'autres collectivités à s'en saisir pour nous aider dans ce travail et pour le compléter. Enfin, peut-être un constat, moi je vais aller beaucoup plus vite. Alors, donc là je vous présente des petites photos. On a rédigé un plaidoyer. Là, un autre point que je voulais dire, c'est qu'on a à cœur d'inclure la jeunesse. Et donc l'année dernière, nous avons organisé une formation de jeunes aux négociations internationales. Ils se sont formés le temps de 2 week-ends, 35 jeunes tout à fait. En plus, ce qui était bien, c'était que des jeunes qui étaient d'horizons différents, dont certains, bien entendu, qui étaient peu sensibilisés à ces questions-là. Cet événement a permis la constitution d'un plaidoyer que la ville a porté à la COP, et nous avons organisé un événement de restitution de ce travail. Cet événement a été, alors là c'est un peu technique, a été labellisé Town Hall COP de la part d'ICLEI, mais qui permet à ICLEI de montrer que les villes font un travail pour se saisir des négociations climatiques, pour éveiller ou pour générer un élan citoyen. Cette initiative a permis d'influencer une dynamique locale, et donc cette année, une COP locale des jeunes, qui se fait traditionnellement à Paris, va se faire à Marseille. Donc 150-200 jeunes qui vont se former le temps d'un week-end, qui vont rédiger un plaidoyer, et cette fois, le plaidoyer ne sera pas que porté par la délégation marseillaise, il sera porté par la délégation française au sein de la prochaine COP. Je vais faire vite, parce qu'on m'a demandé également de présenter une autre notion sur laquelle on travaille, c'est la notion de jumelage climatique. Alors, qui est quelque chose de naissant, le jumelage climatique, qui est issu d'une volonté politique affichée avant les élections, qui a été structurée grâce au DECOL, le dispositif d'accompagnement des collectivités locales, je crois que c'est ça, qui a d'abord débouché sur un parangonnage, donc un benchmark sur les plans d'adaptation des collectivités méditerranéennes, et sur comment est-ce que le jumelage peut servir à développer des politiques publiques ambitieuses et de mutualiser les connaissances quelque part avec des collectivités qui ont les mêmes problèmes que nous. Alors typiquement, pour Marseille, notre exemple, c'est Barcelone. C'est une collectivité qui a énormément de fonds et qui, en plus de ça, qui paraît à l'extérieur plutôt bien structurée. Bon, quand on est à l'intérieur, c'est un peu différent, mais en tout cas qui se présente ainsi, et qui a un plan d'adaptation qui est assez ambitieux et qui est soumis plutôt au même climat méditerranéen que nous. Donc, nous sommes en train de voir comment les projets de coopération peuvent se structurer ainsi autour de ce jumelage climatique, de partage d'expériences, de projets peut-être sur 2 territoires distincts. Nous allons essayer, sur le modèle de ce que Paris a fait, donc Paris sous 50 degrés, nous allons le faire Marseille sous 50 degrés, cet exercice de crise test de ce que Marseille pourra répondre, est-ce que Marseille pourra répondre à 50 degrés. Barcelone va le faire, ils nous ont déjà partagé leur méthodologie, et donc nous collaborons là-dessus ensemble. Nous nous inspirons donc beaucoup de la création de lieux refuges, de ce que Barcelone a pu faire, et nous allons partager notre méthode au service de Barcelone prochainement. Voilà, merci beaucoup. Merci infiniment Brian. Ça rajoute en effet de l'expérience concrète sur comment à la fois ces réseaux, donc tu as cité ICLEI, peuvent amener des outils, aider à structurer, aider à décrypter aussi ces enjeux de négociation multilatérale, mais aussi aider à les ancrer ensuite localement, impliquer les jeunes et en avoir des résultats aussi concrets que possible. Donc ça continue de compléter
le panel d'outils mobilisés par les collectivités. On va pouvoir passer à une autre ville et là, un autre angle d'approche. On a vu deux réponses plutôt, on va dire, plutôt concrètes et terrain, en quelque sorte. Et maintenant, on va regarder une démarche peut-être plus de mise en perspective et de réinterrogation de l'action internationale dans son ensemble. Et donc, Simon Le Tonturier, responsable du service international et Europe au sein de Rennes Métropole, va pouvoir nous présenter cette démarche. Merci, Simon. Merci, David Pierre. Bonjour à toutes et à tous. Donc à Rennes, la présentation que je vais vous faire aujourd'hui s'oriente autour de la redirection écologique de notre action internationale, et qui est une démarche qui a été elle aussi accompagnée par le DECOL de Cités Unies France. Donc merci à CUF pour leur appui. À Rennes, la politique internationale, c'est une politique ancienne, comme dans beaucoup de grandes villes, enfin grandes, à différence de Marseille, peut-être un peu moins, mais 220 000 habitants, Rennes. Donc une politique internationale ancienne, 1956, premier accord de jumelage, et un fort développement dans les années 80. Donc c'est une politique assumée, structurée, mais qui dit politique ancienne, c'est aussi une politique qui accumule des habitudes, des héritages qui s'imposent à nous et dont on ne sait pas toujours comment se défaire. Et cette politique fait face à de nouveaux enjeux, des enjeux politiques, avec une part de plus en plus, enfin en tout cas une part importante de la population, voire des oppositions qui s'interrogent sur le bien fondé de cette politique. Des enjeux budgétaires, les collectivités françaises sont de plus en plus contraintes budgétairement, et donc les budgets dédiés à l'international n'ont pas vraiment tendance à augmenter, d'autant plus que les cofinancements, eux aussi, n'ont pas tendance à augmenter. Et un troisième enjeu, qui est un enjeu environnemental, c'est une politique qui interroge de par son impact carbone, et avec un sujet qui cristallise les débats, en tout cas à Rennes, mais c'est sans doute le cas dans beaucoup de collectivités, qui est celui des déplacements en avion. On considère que l'international, parce qu'elle induit des impacts des déplacements en avion, est une politique qui pollue. Face à ces trois enjeux, on a souhaité s'impliquer, le service international et Europe de la ville de Rennes a souhaité s'impliquer dans une démarche d'expérimentation lancée au sein de la collectivité de Rennes, ville et métropole, sur la redirection écologique. La redirection écologique, c'est une méthode qui a été conçue par un chercheur australien et dont l'ambition est de réinterroger les politiques publiques à l'aune des limites planétaires. Et donc, dans le cadre de cette démarche, il y a 3 politiques publiques qui ont été passées au crible de la redirection: la politique publique petite enfance, des bibliothèques et de l'international et l'Europe. Alors, je sais pas s'il y a des personnes de Grenoble dans la salle, mais c'est une démarche, la redirection, qui avait été testée à Grenoble, mais pas sur l'international. Donc, c'était la première fois qu'elle était testée sur cette politique. La méthode de redirection, je vais pas m'étendre, mais la logique de base, c'est de faire que les agents participent activement à la démarche. Donc, avec des ateliers, des entretiens auprès des élus, des services de la collectivité qui sont mobilisés sur nos projets, mais aussi qui ne souhaitent pas se mobiliser sur les projets, des associations avec lesquelles on est conventionné et de nos partenaires internationaux. Une analyse documentaire de nos documents cadres sur l'international au sein de la collectivité, qui ont abouti à des pistes de redirection. L'idée de la méthode, c'est pas un diagnostic supplémentaire, mais c'est vraiment de réfléchir ensemble à ce à quoi on tient pour pouvoir plus facilement rediriger cette action. Et donc la méthode de redirection repose sur 3 notions. La première, c'est les troubles. Il s'agissait pour les agents et pour les personnes enquêtées d'identifier ce qui fait trouble, ce qui interroge, ce qui pose question dans notre fonctionnement, dans les politiques que l'on mène. Et à partir de ces troubles, d'identifier des attachements. Les attachements, c'est ce à quoi on tient,
le socle de notre action et ce qui doit être maintenu. Et une fois qu'on a identifié les attachements, on peut aller travailler des pistes de redirection. Donc c'est comment transformer l'action sans perdre le sens de la politique. Pour aller rapidement dans le détail de ces trois notions, trouble, attachement, redirection, on a commencé par identifier les troubles. Les troubles, il n'y a rien de nouveau, c'est des choses que tous ceux qui travaillent sur l'international connaissent. Une politique publique qui est jugée non essentielle, qui est parfois jugée comme étant un gadget non utile au territoire. Les jumelages avec une tension entre les héritages historiques et les priorités contemporaines. Comment on transforme ce qu'on appelle les jumelages choucroute, les comités de jumelage vieillissants, etc. Et comment on en fait des enjeux pour le territoire. Et évidemment, le sujet des déplacements en avion. Il y a plein d'autres troubles, évidemment, mais c'était pour illustrer. Et de ces troubles, on a essayé de se dire qu'est-ce qui justifie aujourd'hui une politique internationale d'une collectivité. D'où les attachements. Et les attachements, ils sont de trois types. Il y a ce à quoi l'on tient, donc c'est ce qui a de la valeur à nos yeux, ce qui donne du sens à la politique publique. Le deuxième attachement, c'est ce à quoi on est tenu, les engagements qui nous obligent, qu'ils soient politiques, juridiques, institutionnels, etc. Et le troisième type d'attachement, c'est ce qui nous tient, donc les contraintes avec lesquelles on doit composer. L'intérêt de travailler sur ces attachements, c'est qu'avant de supprimer une action, de supprimer un partenariat, il faut pouvoir se dire, comprendre ce qu'elle porte et quelle est sa raison d'être. Et à travers ces attachements, enfin après ces attachements, une fois qu'on les a définis, on a pu travailler sur des pistes de renoncement. La redirection écologique, c'est pas réduire, c'est faire différemment, c'est renforcer ce qui doit l'être parce qu'on considère que c'est ce qui a le plus de valeur, et par contre, questionner, réinterroger ce qui relève davantage de l'habitude ou de ce qu'on peut appeler des privilèges écologiques. La ville de Grenoble, quand elle avait travaillé la redirection, il y avait un exemple intéressant elle avait travaillé sur les piscines. Et par exemple, dans les piscines, apprendre à nager, c'est un attachement. Par contre, le bassin de plongeon pour 3 personnes d'une association, voilà, est-ce que c'est vraiment un attachement ou est-ce que c'est un privilège écologique ? À partir de ces éléments, on a pu mettre en œuvre des outils. Un outil, un tableau de critérisation des jumelages. On a, là vous voyez, 16 jumelages. Donc c'est beaucoup, c'est le fruit de l'histoire. Je vous disais, le plus ancien à 70 ans. Comment on fait vivre ces jumelages ? Il y en a certains qui existent sur le papier, mais qui ne sont pas du tout actifs. D'autres, par contre, qui ont beaucoup de sens. Donc, comment on peut essayer de critériser ces jumelages et d'en faire un outil d'aide à la décision pour un projet politique de territoire. On a travaillé aussi alors ce qu'on appelle, nous, une charte de laïcité redirigée. L'idée, c'est un questionnaire simple avec 10 questions. Et dès qu'on a un nouveau projet qui arrive, ça peut être un projet porté par un autre service de la collectivité, par une association, par un partenaire étranger, par un élu parfois. On se pose les 10 questions et si il y a plus de 10, enfin plus de 7 ou 8 oui, on y va, c'est un projet essentiel, on le suit fortement. En revanche, s'il y a 0 de oui, voilà, grosse alerte. L'idée, encore une fois, c'est pas que ce soit l'alpha et l'oméga, mais que ce soit un outil d'aide à la décision. Quels sont les enseignements qu'on retire de cette enquête ? La première chose, c'est la nécessité d'accepter de prioriser. Dans le contexte actuel des collectivités, alors c'est vrai pour Rennes, mais je pense que c'est vrai pour beaucoup de collectivités, tout ne pourra pas être conservé. Et ne serait-ce que si on veut aller et entrer dans le cadre des limites planétaires,
mais aussi de par les différentes contraintes que j'ai évoquées tout à l'heure. Et donc, si l'on part de l'idée que tout ne pourra pas être conservé, c'est important de partir des attachements avant d'aller directement sur les renoncements. Un autre enseignement qui nous paraît intéressant, c'est l'importance de faire participer l'équipe pour que les renoncements et les redirections soient plus facilement acceptés. Si on dit aux agents, voilà, maintenant vous ne prendrez plus l'avion, c'est fini. Par contre, là, ça ne va pas marcher. En tout cas, il va y avoir une levée de bouclier. Par contre, si on travaille ensemble sur pourquoi prendre l'avion, dans quelles conditions, etc., ça va beaucoup mieux passer. Et de fait, je me faisais la réflexion en préparant l'atelier, depuis 1 an, au service international Europe, il y a eu 0 voyage en avion. Bon, alors c'est une période particulière, les élections, etc., mais on n'a pas arrêté de faire une action internationale pour autant. Et enfin, on ne renonce pas tout seul. C'est important de se dire que voilà, la redirection, ça doit être partagé. Ça ne doit pas être un repli, mais une action qui nous permet de mieux choisir nos actions pour continuer à être présent là où on considère que ça a du sens. Donc, la question, pour nous, ce n'est pas de savoir si oui ou non il faut faire moins d'international, mais comment notre action internationale, elle peut être plus cohérente avec les limites planétaires et plus utile aux transitions dans nos territoires, ici et là-bas. Merci. Très bien. Merci beaucoup, Simon. Merci pour ce... du coup, merci à tous les 3 et je vais vous inviter... Ah oui, il y a toujours ça pour aller plus loin. Tu voulais dire un mot sur... Ouais, donc la démarche a fait l'objet d'un article sur la revue Paradiplomatie qui est sur un numéro édité en partenariat avec CGLU. Donc il est disponible quand vous aurez du réseau. Merci beaucoup. Merci à tous les 3. J'invite l'audience à vous applaudir à nouveau pendant que vous revenez à vos places. J'espère que cela aura justement été un panel, et c'était l'objectif, après avoir d'abord introduit un petit peu le pourquoi agir. Les exemples que vous avez là sont aussi des exemples de comment agir, certaines pistes pour justement intégrer ces enjeux climatiques au sein de vos coopérations, mais aussi au sein de vos territoires, et beaucoup d'outils qui sont valables évidemment pour les collectivités françaises engagées, mais également pour leurs collectivités partenaires. On a vu le pourquoi agir, on a vu le comment agir. Ça restait important, mais je vais faire ça extrêmement rapidement. De répéter aussi avec qui agir en quelque sorte, le fait que dans cette action internationale et dans cette action internationale sensible au climat, il y a tout un écosystème d'acteurs, tout un réseau d'acteurs qui travaillent déjà. Alors évidemment, CUF a été cité, on a quelques exemples, quelques outils, donc n'hésitez pas à me contacter par la suite, on est obligé d'aller un petit peu vite là-dessus. Mais pour aller très vite, et je vais évidemment pas citer tout le monde, mais c'est un écosystème extrêmement riche, à la fois sur les enjeux internationaux. ICLEI a été cité, et ça reste un acteur important à pointer, puisque ICLEI est à la tête et le point focal de la constituante des gouvernements locaux qui participent aux négociations sur la Convention climat, cette fameuse LGMA, ou pour Local Governments and Local Authorities, ou quelque chose comme ça. Mais évidemment, d'autres réseaux que vous connaissez, réseaux de collectivités territoriales, évidemment. Au niveau national, on a ces partenaires techniques et financiers, partenaires financiers notamment, l'AFD qui avait participé à la création de l'outil utilisé aujourd'hui par Grand Poitiers, les liens qui sont notamment avec les agences de l'eau aussi sur tous les enjeux de durabilité, de la ressource, etc., et qui financent des actions autour des enjeux d'eau. Je vais bien sûr citer le GIEC qui, à travers ses relevés pour relevés pour décideurs ou rapports pour décideurs, peut éclairer certaines décisions, ce qui me permet juste d'ailleurs de pointer aussi le fait que normalement l'an prochain sort un rapport spécial dédié aux villes. Donc dedans pourront aussi apparaître certains éléments qui pourront nourrir l'évolution de cette action internationale. Et enfin des acteurs évidemment plus locaux. Ça paraît important de citer peut-être le programme Solidaritéo, le réseau Cycle, le réseau Cordée qui vont travailler sur tous les services essentiels, souvent déployés à échelon local.
et d'autres réseaux comme le Comité 21 ou la CIRMA ou la Convention inter-RRMA qui, avec le travail que font les RRMA en local dans chacune des régions, peut aussi accompagner la réflexion à l'intégration de ces enjeux climatiques. Et pour incarner ça et en parler mieux que moi, je voulais juste rapidement donner la parole à 2 de ces acteurs, notamment Cécile Gillot. Alors, on va faire très très vite, mais elle en parlera quand même mieux que moi. Cécile, je veux bien que tu viennes, et accessoirement je vais aussi appeler Yotam, Yugur. Comme ça on va pouvoir en 1 minute 30 très rapide présenter ce que vous faites en appui aux collectivités territoriales sur leur action internationale. Bonjour à toutes et tous. Merci David Pierre de nous laisser intervenir. Donc pour celles et ceux qui ne nous connaissent pas, nous sommes le réseau Cycle, Coopération internationale climat-énergie. En fait, on a un réseau multi-acteurs qui est sectoriel, donc dédié entièrement aux enjeux d'accès à l'énergie et de transition énergétique, qui a été créé en 2015 à l'initiative notamment de l'ADEME, que vous connaissez toutes et tous, et de plusieurs organisations professionnelles du domaine de l'énergie comme Électriciens sans frontières, et en concertation avec Cités Unies France à l'époque, puisqu'avait été identifiée la nécessité d'accompagner les collectivités territoriales dans ces projets d'accès à l'énergie et de transition énergétique en coopération internationale. Donc aujourd'hui, j'interviens très rapidement, puisque évidemment, comme ça a été très bien présenté avant, l'énergie est au cœur des changements climatiques, non seulement pour des raisons d'atténuation de ces effets, mais aussi d'adaptation des territoires, et de donner les capacités à chaque territoire de définir et de mettre en œuvre leur propre politique et trajectoire de transition. Donc concrètement, le réseau Cycle met en place plusieurs outils qui sont à votre disposition, à la disposition des collectivités territoriales, sur les énergies renouvelables, sur le confort thermique des bâtiments et sur toutes les problématiques qui vont concerner plus spécifiquement l'accès à l'énergie. Donc on a des fiches pays qui sont disponibles sur notre stand, et j'en profite pour dire que nous sommes au premier étage, des fiches thématiques et un annuaire d'acteurs. Pour avoir travaillé en coopération décentralisée auparavant, je sais que ça peut être difficile sur des domaines techniques comme ça de trouver les bonnes entreprises, de trouver les bons partenaires avec qui s'entourer, et donc ça on peut le fournir. Je terminerai par dire 2 choses. La première, c'est que nous travaillons sur l'animation du 1% énergie et des autres dispositifs de solidarité internationale qui sont mis à disposition des collectivités. On a récemment publié un bilan que vous pouvez consulter et qui est également sur notre stand. Et le dernier point, c'est que nous avons décidé cette année d'organiser notre forum annuel sur l'action internationale des collectivités territoriales dans le domaine de l'énergie. Et il aura lieu le 7 octobre à l'Académie du climat à Paris. Vous êtes évidemment les bienvenus si vous travaillez sur ces enjeux ou que vous êtes intéressés par la transition énergétique à l'international. Merci. J'espère que c'était... Merci beaucoup, Cécile. Merci beaucoup. Parfait. Je me dis, j'aurais pu le dire, mais c'est encore mieux si c'est les premières concernées qui vous le disent. Donc merci beaucoup, et navré de vous faire jouer cet exercice un petit peu. Ma structure c'est même pas 180 secondes, mais plutôt 90. Et donc maintenant la parole à Climate Change. Merci Yotam. Oui, tu peux. Okay, super. Bonjour à toutes et à tous. Bon, je vais aller très très vite, mais d'abord merci d'abord à Cité Unie France, à David Pierre, toutes les équipes, les bénévoles également, d'organiser cet événement chaque année qui est très important, encore plus dans le contexte géopolitique qui a été évoqué plusieurs fois, mais on a tendance à se restreindre un petit peu sur nous-mêmes au niveau des États. Donc c'est un moment important et je vous remercie d'abord. Pour évoquer rapidement et conforter ce constat, je vais parler au nom de Climate Change, donc l'association dans laquelle je travaille, qui est un réseau d'acteurs non étatiques, donc au sens le plus large du terme. On regroupe en fait beaucoup d'acteurs qui ne sont pas considérés comme des États, donc des collectivités territoriales, donc, que je salue, dont beaucoup de partenaires que je salue également, dont Brian de la ville de Marseille avec qui on a travaillé, des entreprises, des ONG, des associations, des think tanks, des agences sectorielles qui ont été évoquées également, et les universités. Donc ça regroupe effectivement un éventail d'acteurs très large. Donc Climate Change est né en 2015 suite aux accords de Paris dans un contexte justement international où on s'est rendu compte que travailler en coalition, travailler en fédérant des acteurs de nature différente, c'était extrêmement important, avec un objectif très précis, celui de la territorialisation de l'action. Donc là, on rentre dans le cadre de l'action internationale des collectivités, faire émerger cette rencontre entre justement ces collectivités et ces acteurs de terrain que sont les entreprises, les associations locales, la société civile. C'est vraiment l'objectif et le but de notre réseau.
Donc quelles actions on a? Pour aller très rapidement, on fait d'abord des sommets climate change, donc on fait des sommets en Europe et en Afrique, et parfois des sommets qui regroupent un petit peu les deux thématiques géographiques. On travaille sur les deux continents et on considère que les deux ont à travailler main dans la main pour faire avancer l'action climat et justement continuer cette territorialisation de l'action, l'échange de bonnes pratiques. On a aussi des événements ponctuels qu'on va organiser un peu à droite à gauche également en France. Et on participe aussi à des événements internationaux en représentant effectivement nos partenaires et le réseau duquel on est membre. On a un site internet où on fait une cartographie de l'action territoriale où justement en fait dans le cadre de nos sommets, on va réunir toutes ces collectivités, toutes ces initiatives locales intéressantes qu'on va ensuite répertorier sur notre site. Je vous invite à aller le voir. Et on a aussi un observatoire qui est un petit peu en pause en ce moment, mais qui analyse les données quantitatives sur l'évolution du climat en Afrique, en Europe. On a des articles, des analyses, voilà. Ça peut vous nourrir également, aller dans le sens de la démarche qui est la nôtre. On a également un projet intéressant en Guinée. C'est notre projet, c'est le seul projet qu'on porte, mais qui est assez important, où on parle de corridors de biodiversité, on parle de connectivité sur plusieurs parcs naturels en Guinée. C'est un grand projet sous la tutelle du ministère de l'écologie et de l'aménagement du territoire guinéen. Voilà, une initiative intéressante également. Donc un sommet Climate Change, ça peut être très intéressant pour beaucoup d'aspects. On a eu un sommet récemment à Bruxelles qui a réuni quelques centaines de personnes, qui a permis d'approfondir nos connaissances sur pas mal de sujets. On a travaillé sur ce sommet dans le cadre de la révision de la stratégie européenne d'adaptation cette année, qui devrait apparaître courant 2027. On a coopéré avec la DG Climat et avec pas mal de partenaires de la Commission européenne, du Comité européen des régions, justement pour créer ce moment, cette rencontre entre beaucoup d'acteurs différents et pour faire naître à la fois des plaidoyers, donc notamment dans la continuité de la déclaration de Marseille qui a été évoquée plus tôt, une déclaration de Bruxelles déjà signée par plus de 40 organisations en moins d'un mois, des têtes de réseaux de collectivités, des réseaux d'agences sectorielles, d'acteurs économiques. Et on fait aussi un deuxième volet de plaidoyer qui sont des recommandations opérationnelles issues des échanges, des sessions thématiques de ces sommets. Ce qui vous permet en fait de vous exprimer, de me raconter en fait un petit peu quelles sont vos opérations locales, qu'est-ce que vous faites concrètement pour lutter contre les effets du réchauffement climatique, que nous on va analyser et intégrer dans des plaidoyers très larges qu'on porte auprès des institutionnels. Quels impacts pour aller rapidement, désolé David Pierre. C'est pas très rapide. Donc on a, à la suite du sommet de Marseille, on a fait voter un plan d'adaptation au changement climatique. Enfin c'est pas nous, mais je pense que la ville de Marseille s'est saisie également de l'enjeu du sommet de Marseille pour faire voter ce plan, après avoir signé la déclaration de Marseille au même conseil municipal, si je ne me trompe pas, Brian. On a également eu la mention de nos travaux et de la déclaration de Liège, du sommet de Liège, lors du PNAC 3, donc le plan national d'adaptation au changement climatique français, page 26, j'ai mis l'extrait. Et on identifie tout un tas d'enseignements, effectivement, pendant ces événements aussi. Voilà, je ne vais pas aller plus vite que ça. Il y a le mail de l'association, si vous voulez nous écrire, en savoir un peu plus sur ce qu'on fait, n'hésitez pas. Merci. Merci beaucoup. Super. Merci, Yotam. Voilà, c'est très rapide. On ne peut évidemment pas faire parler tout le monde, mais ça nous paraissait important d'incarner le rôle des acteurs de cet écosystème qui sont là aussi à notre service, à votre service. Et c'est toujours mieux quand ce sont eux qui en parlent. Évidemment, c'est très rapide sur cet atelier, mais le but est de donner ces points d'information et par la suite, vous nous contactez bien évidemment. Le travail ne fait que continuer. Après cet atelier, alors, un peu dense, j'espère que ça va, j'espère que vous êtes toujours là, j'espère que vous avez bien pris des notes aussi. On arrive au petit passage de clôture de cet atelier. L'idée initiale était encore une fois de prendre vos avis, mais on sera obligé n'hésitez pas à nous faire vos retours, peut-être là dans les couloirs tout à l'heure ou par Internet si besoin. Mais voilà, l'idée de ce voyage sur 1h30 qui était peut-être assez rapide, assez dense, mais de pourquoi agir, de comment agir et d'avec qui agir, était aussi tout en restant réaliste et tout en restant ancré dans la réalité de ce changement climatique, du fait que l'action est bel et bien possible, elle est déjà même très clairement en œuvre par de nombreux acteurs et actrices. Et voilà, un message presque optimiste. Mais c'est M. Christophe Cassou que je vais inviter pour donner un petit mot, maintenant que vous avez vu, après cette recontextualisation, vous avez vu passer ces différentes voilà, outils partagés par les collectivités. Est-ce que vous avez, avant qu'on ferme cette session, un mot d'encouragement ou d'un point d'attention ou de soutien? La parole est à vous, merci. Merci alors, je vais faire en 3 minutes. Premièrement, j'ai noté quelques mots là. Premièrement, ça fait du bien.
Ça fait du bien d'entendre tout ce que vous avez présenté parce que le moment est lourd, hein. Physiquement, moralement et puis démocratiquement. Donc ça fait énormément du bien d'entendre toutes ces initiatives. Alors j'ai noté quelques mots qui nourrissent la réflexion. J'ai noté des mots qui essayent de synthétiser le mot de coopération. Et je trouve qu'il est central avec des exemples que vous avez donnés, des exemples de jumelage climatique que je ne connaissais pas, mais que je trouve entre Marseille et puis Barcelone, qui peuvent être intéressants pour se nourrir justement les uns des autres, des expériences des uns des autres, parce que cette puissance de la collectivité territoriale, quand un État est défaillant, est vraiment important. Le troisième mot que j'avais noté, c'est l'approche de la redirection écologique, qui est très intéressante, je trouve, je ne la connaissais pas. Et cet inventaire du trouble, cet inventaire en fait de ce qu'on veut garder, en commençant par le trouble, l'attachement, et ensuite la redirection, cette notion de réflexivité, d'avoir cette vision réflexive de soi-même, je pense qu'elle est vraiment essentielle, et elle se rapporte à un autre mot que j'ai noté aussi, c'est l'inclusivité. D'avoir l'ensemble des acteurs qui sont représentés et qui sont importants pour non pas réduire mais faire autrement. Et je pense que ça c'est vraiment quelque chose qui est essentiel, c'est de montrer que pour lutter contre tous ces discours que l'on entend sur que lutter contre le changement climatique serait restrictif ou serait punitif, puisque le mot est à la mode. Non, c'est pas punitif, c'est juste faire autrement. Et je pense que c'est essentiel. Et je finis par peut-être le dernier mot, qui est l'expérimentation, ou deux derniers mots, l'expérimentation et la transparence. Je pense vous l'avez montré, on a le devoir d'essayer aujourd'hui, on n'a pas forcément le devoir de réussite. On doit réussir, mais je veux dire, on a droit à l'erreur. Et je pense que c'est aussi important de l'accepter. Donc il faut essayer, il faut expérimenter, mais il faut être transparent aussi sur l'erreur. C'est le premier, même si c'est pas l'erreur étant le cadre général, vous n'avez pas mentionné l'erreur, mais en tout cas ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, cette notion de transparence, elle va avec la confiance. Et peut-être, alors là, un point de vigilance, ce qui n'a pas été mentionné, c'est qu'allez-vous faire de toute cette vague de désinformation qui est en train de nous submerger et qui va peut-être discréditer l'ensemble des initiatives que vous allez mener. Donc l'anticiper, ou en tout cas y réfléchir, je pense que c'est important aujourd'hui pour essayer non pas de débunker une fois que la mauvaise information est partie, mais de pré-bunker, c'est-à-dire de se munir face à ce rouleau qui peut nous entraîner malgré nous. J'essaie de faire court. Merci beaucoup. Merci infiniment. Et je vous remercie donc vous, Christophe Cassou, ainsi que Valérie Lillette, pour cette collaboration qui est toujours un point de richesse, un point d'ancrage important lorsqu'on va nous tâcher de parler climat sans toujours y voir clair. Donc merci infiniment. Et nous arrivons au terme de cet atelier. Je vais, avant de donner la parole pour un dernier mot de clôture au président de la dynamique thématique climat, M. Romain Mignot, vous remercier toutes et tous déjà d'avoir été là, vous féliciter toutes et tous pour les engagements qui ont lieu, et c'est toujours impressionnant quand on cherche à nourrir ce genre d'atelier, de voir la diversité d'actions qui sont menées. Évidemment, je remercie aussi les personnes qui ont aidé à organiser cet atelier, et évidemment, je m'excuse aussi pour toutes les personnes qui n'ont pas pu être intégrées et citées, parce que vous êtes nombreuses et nombreux, mais on a encore un jour et demi pour en discuter. Et monsieur Mignot, voilà. Et donc j'espère que cet atelier vous aura apporté aussi justement des points d'inspiration, des points d'exemple, des outils, toujours cette question d'outils et de notions essentielles, pour bien poursuivre, notamment pour certaines et certains, sur ce nouveau mandat, face à ce challenge brûlant auquel nous sommes toutes et tous confrontés. Monsieur Mignot, allez-y. Merci beaucoup, David Pierre. Je serai très court pour cette conclusion. D'abord, merci. Merci aux intervenants pour la richesse des présentations. Puis merci pour ce que ça a véhiculé, c'est-à-dire finalement l'engagement qui existe dans nos territoires. En conclusion, je voudrais vous partager un constat, deux convictions très, très rapides et peut-être un appel. Le constat, c'est ce qu'on a eu sous les yeux cet après-midi. Les initiatives, elles sont là. L'engagement, il est remarquable, il est sincère, il est partout sur le territoire. Et surtout, les actions, elles sont
concrètes. Et ça, je crois que c'est important. Et en les mettant peut-être au regard de la présentation de M. Cassou, qu'on remercie, je voudrais, moi, retenir que finalement, cet engagement-là, il doit être aussi porteur d'espoir. Porteur d'espoir, mais à la condition qu'on revendique l'action de coopération, en effet, parce que j'en arrive aux deux convictions. La première d'entre elles, c'est que finalement, face au changement climatique, la coopération que vous évoquiez, M. Cassou, elle n'est pas un supplément d'âme de l'action de nos collectivités. Je pense finalement qu'elle est une nécessité, et c'est ressorti cet après-midi au cours de ces échanges. Et la deuxième conviction, c'est que la réciprocité, elle aussi, ce terme-là est revenu à plusieurs reprises, c'est pas seulement une valeur, mais c'est une méthode. Et une méthode, pourquoi ? Parce que finalement, et c'était encore perceptible aujourd'hui, nos destins, ils sont tous liés. Les émissions qui se produisent ici, elles ont des impacts ici, mais elles ont des impacts ailleurs. Les innovations qui se réfléchissent, qui se construisent ailleurs, elles pourraient peut-être être inspirantes ici. Je pense que c'est ça aussi, la réciprocité. Et puis, pour finir, il y a deux termes qui ont été évoqués dans la présentation de M. Cassou auxquels je suis particulièrement sensible, vulnérabilité et responsabilité. Je crois que les vulnérabilités, elles peuvent être différentes d'un territoire à l'autre. En revanche, elles sont bien là et elles sont bien réelles. La responsabilité, elle nous est commune et je crois qu'elle doit nous engager. Et finalement, c'est peut-être, et ce sera par là que je terminerai, l'appel, c'est dans cet état d'esprit que je vous propose avec David Pierre et les équipes de Cités Unies France qu'on poursuive les réflexions qui sont à l'œuvre au sein de cette mission et de cette dynamique climat. Et je vous invite pour qu'on puisse revendiquer ce sens de la coopération, pour qu'on puisse assumer aussi cette responsabilité qui est devant nous, et bien de ne pas hésiter à nous faire part, pour les mois et les années à venir, des thématiques, des sujets, des initiatives que vous souhaitez que l'on puisse porter et conduire ensemble. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne fin de journée.